Kedia, donc même processus, j'imagine. Alors même processus, et puis avec vraiment l'idée de, autant que possible, essayer de voir, que moi je vois, ou le groupe débriefing qui m'accompagne dans ces missions-là, de voir les expats en briefing avant qu'ils partent, pour qu'ils connaissent la personne à laquelle ils peuvent s'adresser s'ils ont besoin d'un soutien, avec l'idée vraiment que la relation particulière aussi qu'on peut avoir avec eux va faciliter leur demande d'aide, plutôt que d'appeler un psy non identifié qu'ils ne connaissent pas. Donc les voir avant qu'ils partent sur le terrain pour prendre ce premier contact, savoir comment ils vont, éventuellement savoir s'ils ont des craintes particulières et comment ils imaginent gérer leur stress là-bas. Ça peut être aussi un accompagnement pendant qu'ils sont sur le terrain, à leur demande, par téléphone ou par Skype si c'est possible, qui peut parfois se faire sur plusieurs semaines si c'est nécessaire. Et puis également des débriefings de retour au moment où ils rentrent de leur mission et de façon systématique. C'est-à-dire que l'idée, c'est absolument pas de stigmatiser certains expats plutôt que d'autres, mais de leur proposer de faire un point sur la façon dont ils ont vécu leur mission. Et avec aussi l'idée, pour moi très importante, de ne pas faire intervenir le psy que quand ça ne va pas bien, mais que le moment du débriefing peut être aussi un moment où on fait le point sur ce qui s'est bien passé, sur ce qui motive, sur ce qui nourrit aussi émotionnellement quand on travaille dans l'humanitaire, et comment la compassion aussi qui motive souvent ces carrières-là est un vrai outil de résilience et puis d'optimisme dans une carrière professionnelle. Et s'il y a des crises après, des incidents particuliers, bien entendu, on peut se déplacer, les voir sur le terrain ou les voir à leur retour à Paris. Mais il n'y a pas un obstacle aussi dans le traitement post-traumatique qui est le fait, dans le monde des ONG, d'un turnover qui est très grand. Ouais. Et de, finalement, peut-être, vous avez des frustrations peut-être de ne pas pouvoir suivre des personnes, oui. Tout simplement parce que le turnover fait qu'elles ont quitté les missions, qu'elles ont quitté l'humanitaire ou tout simplement qu'elles sont ailleurs, dans une autre institution. Alors clairement, moi j'ai mes frustrations psychothérapeute récemment arrivée chez ACF qui a laissé tomber le champ du trauma et qui ne peut plus accompagner ses patients sur des semaines ou des années. Ça c'est un autre problème. Voilà, je pense que vraiment notre rôle dans ces cas-là, c'est... ils ont mes coordonnées, donc ils peuvent m'appeler quand ils sont, même s'ils ne sont plus chez ACF, il n'y a aucun souci, ils le savent, on en parle. Au-delà de ça, je pense que c'est suffisamment les informer et leur donner les contacts nécessaires s'ils en ont besoin, si on sent une fragilité, pour qu'ils puissent consulter en externe. Et je pense que c'est aussi important que si thérapie il y a, elle ne se fasse pas dans l'institution, parce que là, on rentre dans quelque chose qui peut être extrêmement néfaste. Côté Médecins sans frontières, alors Médecins sans frontières, c'est dans l'intitulé même de l'organisation, des médecins ou des personnels de santé. On dit souvent que les personnels de santé sont les derniers à faire attention à leur propre santé, non? Vous rencontrez ça? Ah oui, bien sûr. Alors là, effectivement, nous, on est une organisation très médicale, donc il y a cette culture-là qui s'est un peu projetée, effectivement, sur les personnes qui travaillent avec nous, et la grande majorité des gens qui travaillent sur le terrain ne sont pas médicaux aussi. Il y a beaucoup de logisticiens, d'administrateurs qui se retrouvent effectivement dans ces environnements-là. Pour rebondir sur la question de la prévention, alors effectivement, on essaie d'animer des formations sur la gestion du stress, mais je pense que la principale prévention, je dirais, c'est que les coordinateurs sur le terrain puissent s'investir de ce sujet-là. Moi, c'est un petit peu mon défi, c'est une forme de transfert de compétences d'une certaine manière. Alors, sans les faire devenir des spécialistes de la santé mentale, il y a quand même effectivement un sujet sur lequel ils doivent vraiment se poser. Et moi, mon objectif, c'est qu'ils puissent effectivement gérer un certain nombre de situations sur le terrain. Et là, on parle aussi des desks et on parle des coordinateurs sur le terrain. Moi, parce qu'on est au final dans un petit conflit d'intérêts dans cette histoire-là. Moi, j'ai été, juste pour reprendre mon expérience, j'étais RH aussi sur un desk. Et quand on ne pose pas un cadre de travail qui est solide pour les équipes, effectivement, on va les exposer. Pour vous donner juste un exemple, malgré tout ce que je peux dire là, j'ai été la personne qui envoie des expatriés sur le terrain. Donc j'avais ma pression, effectivement, des responsables programmes, et puis surtout la fin justifiant les moyens, d'une certaine manière, il fallait mettre en place des opérations d'urgence, et je savais pertinemment que je pouvais envoyer des gens qui revenaient du terrain, qui n'étaient pas assez reposés, et de les renvoyer trop rapidement. Mais d'une certaine manière, malheureusement, c'est un peu ce que vous disiez tout à l'heure,
on leur demandait est-ce que tu es prêt à partir, même si on avait des doutes. Et on leur donnait cette responsabilité-là. C'est-à-dire qu'on ne posait pas une certaine limite à un moment donné. Donc la principale prévention, effectivement, pour moi, c'est un vrai sujet qui va un peu à l'encontre du rythme de nos missions, c'est les temps de latence entre les missions. Et c'est effectivement de négocier avec les gens que les personnes puissent éviter des accumulations qui, par moments, sont dangereuses. Accumuler 1 an de mission, on enchaîne Somalie, Congo, une petite mission légère en Centrafrique, et c'est potentiellement dangereux. Donc ce travail, il est vraiment avec les personnes, les coordinateurs, pour moi. On va revenir plus longuement sur la prévention dans un instant, mais avant, j'aimerais me retourner vers les armées et poser la question que je vous ai posée. Vous, humanitaires, c'est effectivement quels sont les types de dispositifs au sein des armées pour accompagner effectivement les personnels victimes de ces traumatismes. Et puis ensuite, eh bien, je vous donnerai la parole et puis on enchaînera ensuite sur l'autre séquence. Alors pour les armées, il y a quand même 2 configurations qu'il faut distinguer. C'est dans les armées, leur première mission n'est pas de faire de l'humanitaire, c'est de faire du combat. Donc d'une certaine manière, ce qui leur arrive, ils y ont été entraînés, préparés, et ce surgissement de la violence, les enlèvements, les agressions, les meurtres, j'allais dire, il y a quand même un aspect où le militaire est entraîné pour, il est aussi équipé pour y répondre, parce que quand même, je pense que quand vous déployez en mission, vous ne partez pas avec un armement, un casque lourd, un gilet pare-balles, etc., etc. Et le deuxième point que j'entends, par rapport au témoignage que vous avez apporté, ce que j'ai entendu, c'est que quand le dispositif militaire part, il part en nombre, et l'effet nombre, l'effet équipement, c'est extrêmement protecteur. Par contre, il peut arriver des situations où le militaire se trouve à devoir faire de l'humanitaire de façon improvisée parce que la situation s'y produit. C'est exactement ce qui s'est passé au Rwanda lors de l'opération turquoise. Et là, on voit arriver beaucoup des troupes que vous avez. Le deuxième point, c'est que, je reviens un peu sur la notion de stress, il n'y a pas de graduation d'événements qui produisent un PTSD. Notre cerveau a des structures qui sont impliquées pour gérer le stress. Et vous savez qu'il y a une petite ambiguïté sur le mot stress, c'est-à-dire que le stress désigne à la fois le facteur d'agression, la contrainte, la menace, etc., mais ça désigne aussi, et c'était son terme initial, selon le Canadien qui l'a développé en Cellier, la réponse de l'organisme à une agression. Et ce qui produit les éléments cliniques qui font du mal, c'est l'épuisement de ces réponses de notre organisme à l'agression. C'est pour ça que des événements peuvent être cumulatifs, et c'est parfois un tout petit événement stressant, mais qui, lui, va produire les fractions traumatiques et le drame que l'on va voir. Alors, pardonnez-moi, j'ai dérivé la question que vous me posiez. La question, c'était sur les outils que vous proposez, quoi. Quel type d'outils, effectivement, proposez-vous vous parlez de la sélection. C'est un avis personnel qui n'engage pas les armées que je représente, mais c'est un avis personnel. On ne peut pas faire une sélection qui nous garantisse qu'un individu arrivera indemne et pourra faire face à tous les stress. On peut voir des gens qui ont eu des épisodes antérieurs ou dans l'enfance extrêmement durs, extrêmement forts, et quelque part, ça leur redonnait des aptitudes pour faire face à des situations d'urgence et de détresse, et ceux-là sont exceptionnellement solides en situation. On voit des gens qui sont des costauds, des caïds, des chefs de bande un petit peu, et bien au bout d'un certain temps, ils s'effondrent. Il faut bien admettre qu'il y a une fluctuation de notre capacité à faire face, et vous avez des gens dans le plus dur de la mission qui peuvent être extrêmement forts, stables, solides, et puis tout d'un coup craquer parce que l'accumulation est beaucoup trop forte. Et vous avez des gens qui paraissent comme ça fragiles, sensibles, extrêmement vulnérables, et tout d'un coup en situation, ils sont là, ils tiennent le coup et ils font la mission jusqu'au bout. Donc le dépistage n'est pas très utile. La présence in situ des psys, moi j'y crois beaucoup. Et elle sécurise énormément les personnels et elle permet très vite à la parole de se libérer, à la parole de se dire. C'est pour ça que nous avons appliqué les débriefings in situ. Et par exemple, j'étais en Afghanistan en 2011, il y a eu un attentat à Joiba au cours d'une mission d'assistance civile à la population, justement, qui a fait 5 morts et beaucoup de blessés extrêmement graves. Eh bien, le psy est projeté sur place et 48 heures après est présent auprès des troupes. Je ne vais pas dire que je vais empêcher
le surgissement de PTSD, mais déjà, j'atténue les phénomènes un peu comme par écho. C'est-à-dire qu'il va y avoir, du fait de cet événement traumatique, des surtensions psychiques qui vont aggraver le phénomène de stress. Donc, je suis présent, je peux aider à accompagner les patients. 2, je donne une information. Il se peut qu'au retour, vous ayez un petit peu de mal à revenir, que vous fassiez des cauchemars, que comme ça, de temps en temps, dans votre pensée, ces souvenirs reviennent très vite et très fort. Sachez que tac, tac, tac. Et 3e point, cette prise de contact, à la rigueur, je montre le psy in situ, ce qui fait que les gens auront moins de réticence à revoir le psy après coup. Et donc, rien que la prescription du psy en intervention, c'est déjà une aide. Il y a aussi, chez les militaires, quelque chose qu'on appelle la hiérarchie. Est-ce que le fait justement qu'une hiérarchie décide du haut vers la base, effectivement, qu'il faut prendre en compte ces questions, alors, les choses, voire intervenir, voire se faire examiner, est-ce que ça compte, ça? Alors, un tournant s'est produit ces 10-15 dernières années. Je vais vous en donner quelques illustrations. Auparavant, ce n'était pas la peine de dire le mot psy. Ce n'était pas la peine de dire le mot psychologue et psychiatre. Et j'allais même dire, le militaire, même blessé, était réticent de peur que d'avoir vu un psy puisse mettre en cause son aptitude ultérieure à continuer une mission. J'ai été le représentant français d'un groupe de travail au sein de l'OTAN, sur un groupe de travail qui s'appelait Stress et soutien psychologique dans les opérations militaires modernes. Et on a proposé qu'au niveau de l'OTAN, c'est-à-dire de l'ensemble des armées occidentales, on adopte un standard d'action. Et bien, quand nous avons présenté ce standard à Bruxelles, un officier général est venu, qui s'appelle le général Kamaert, qui est un officier néerlandais, qui était le conseiller militaire du secrétaire général de l'ONU. Bon, donc un poste très important. Et bien, Kamaert, devant tout le monde, a raconté son PTSD en Somalie. 2e exemple, vous avez le général canadien Roméo Dallaire, qui avait eu à commander les casques bleus au Rwanda et qu'on a mis dans une situation impossible de contenir et d'empêcher le génocide que l'on a connu. Eh bien, Roméo Dallaire a témoigné dans un ouvrage et dans un documentaire de Jean-Paul Marie qui s'appelle « Les blessures invisibles ». Et lui-même a écrit un livre qui s'appelle « J'ai serré la main du diable ». Et Roméo Dallaire, tout officier général qu'il est, il a dit « J'ai eu du mal, j'ai eu un problème avec l'alcool, j'ai fait des tentatives de suicide, j'ai eu des moments dans ma vie extrêmement marginales à vivre comme un SDF ». Et je crois que ces officiers-là, qui ont eu le courage de témoigner, eh bien, ça fait qu'ensuite, les militaires peuvent plus facilement y accéder. Et quand un psychiatre a été projeté au Rwanda pendant l'opération turquoise, alors déjà, les militaires ouvrent des billes comme ça, on souffle, on nous envoie un psychiatre. Donc le psychiatre a exposé sa mission, c'était le docteur Ringard. Eh bien, le chef de mission a dit « Je demande à passer le premier », et il regarde ses personnels, et vous y passerez chacun après moi. Il a donné l'exemple, et c'est vrai que ça facilite l'accès au psychiatre, et ça enlève ce que vous avez évoqué, qui est la stigmatisation, c'est-à-dire la crainte d'être regardé comme dévalorisé, et qui donne ce sentiment de honte qu'ont parfois les gens qui ont été blessés psychiquement.